Le groupe Routin est un groupe d'ingrédients de marque pour le marché du on-trade international. Nous fabriquons depuis 1883 au cœur des Alpes, ici à Chambéry, au cœur des Alpes françaises, des sirops, des purées de fruits, des sauces, des smoothies pour le marché mondial des coffee shops et de la mixologie. Nos marques phares, 1883, Cappuccino, Egbel, sont exportées aujourd'hui dans plus de 100 pays. 1883 est une marque d'excellence française et c'est une des marques les plus diffusées dans le monde. Nous sommes aujourd'hui un groupe d'un peu plus de 300 salariés pour un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros. Nous avons doublé ce chiffre d'affaires entre 2019 et 2024 et nous reprogrammons de le doubler entre 2025 et 2029. It's quite a large company. Compliments, Mr. Courier. But could you also give us a little bit of an introduction how it actually came into being, the Groupe Routin? Why does it exist? L'entreprise a été créée en 1883 par Philibert Routin. C'était un spécialiste de la distillation botanique, de la macération de plantes. C'est ce qui a fait de Routin, en un peu plus de 140 ans, un expert dans l'assemblage aromatique. C'est un groupe qui avait commencé par fabriquer des liqueurs, des alcools, le fameux vermouth de Chambéry, mais qui très vite, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ensuite avec la montée de la grande distribution en France, s'est spécialisé dans la fabrication de sirops, comme nous le connaissons nous en France aujourd'hui, de sirops pour la consommation à domicile, des parfums comme la grenadine, la menthe. Mais à partir de 1996, le groupe a pris un grand virage, celui du marché du on-trade international. Alors, ce qu'on appelle le on-trade international, c'est ce grand marché mondial du coffee shop et de la mixologie et du food service de manière générale. Entre 1998 et 2018, il y a eu une accélération de cette montée de la marque 1883 sur les marchés internationaux, mais la vraie explosion de la marque 83 à l'international date de 2018 avec un vrai focus de l'entreprise, du groupe, sur ses sirops, ses purées de fruits, ses sauces fabriquées au départ de France et exportées aujourd'hui dans le monde entier. Actually, your scope really widened to the international world, starting in France. But if you go a little bit deeper and look at the customer you serve, directly or indirectly, why would they choose for Groupe Routin if they even know that Groupe Routin is behind their fizzy drink? Je pense que ce qui fait aujourd'hui la réputation du groupe Routin et de sa marque 1883 à l'international, c'est le fait que grâce à cet historique dans l'assemblage aromatique, nous avons un savoir-faire d'exception. Et un savoir-faire d'exception trouve forcément ses portes d'entrée sur les marchés qui le concernent, et là en particulier sur ces marchés internationaux. On a l'habitude de dire que les références 1883 sont reconnues pour leur pureté, leur justesse, leur authenticité. Ce qui fait qu'effectivement, ces valeurs-là, alliées à la créativité, à l'innovation, fait que l'entreprise Routin et ses marques 1883 et Cappuccino sont à the forefront of the market en termes d'innovation, en termes de créativité et en termes de qualité. Vous savez, les tendances ne sont pas les mêmes d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Ce qui fait aussi l'originalité et la force de notre marque, c'est la variété dans nos saveurs, la variété dans nos parfums et la qualité de nos équipes à l'international pour supporter nos clients, qui sont des clients professionnels, sont des clients du B2B, donc ces fameuses chaînes de coffee shop, ces chaînes d'hospitality, ces chaînes d'hôtels, ces chaînes de restauration qui utilisent nos produits, ont besoin aussi d'être accompagnés pour utiliser nos produits comme des ingrédients dans leurs propres recettes. C'est ça qui fait la spécificité de Routin et 1883. Et on a donné un nom, en fait, à cette stratégie de développement international. C'est ce qu'on appelle le drink design. Right. So it's you really rode the wave of the customer preferences. But looking in the future, how will this customer preference develop in your view? Bah pour nous, le groupe opère en fait depuis 2018 un très grand mouvement du marché historique, retail, français, B2C, vers ces marchés B2B internationaux.
Les marchés internationaux sont extrêmement dynamiques sur ces marchés des coffee shops, de la restauration, de la mixologie. Ce sont des croissances d'à peu près 8-10% par an. Et le marché est mondial. Notre spécificité aujourd'hui, ce qu'on a appelé en anglais One Source, One Origin, c'est que tous nos produits sont fabriqués ici au cœur de la Savoie française, au départ de Chambéry, avec pour autant une volonté pour notre groupe d'être de plus en plus présent sur les zones, d'être de plus en plus proche de nos key users, de nos key accounts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étape après étape, ce groupe qui était une petite PME de Savoie et qui devient un groupe d'ingrédients international, sait structurer son approche sur les différentes zones en ayant de plus en plus de commerciaux, en ayant de plus en plus de personnes capables de développer ce qu'en anglais on appellerait le solution providing, c'est-à-dire la possibilité pour nos équipes d'apporter des réponses aux besoins de nos clients. N'oubliez pas une chose, notre excellence française est une excellence dans le métier de l'ingrédient. Ce qui veut dire que nos clients, qui sont des acteurs du B2B, ont besoin d'apprendre à utiliser nos produits. Et donc, ce solution providing qui passe par le développement, par l'innovation, par le brainstorming en commun avec nos clients, passe aussi par la formation, et la formation dans un lieu qu'on a ici, qu'on a désormais aussi au Japon, à Tokyo, qui sont des Drink Design Centers, c'est-à-dire des lieux où on apprend à nos clients à utiliser nos produits. So actually, you're looking at a rosy future. Are there any risks, you think? Nous sommes aujourd'hui exportés dans près de 100 pays dans le monde. On est lié évidemment aux problématiques économiques, on est lié aux problématiques politiques, on est lié aux problématiques de devises sur chacun de ces pays, évidemment. Et on sait être fort sur des pays proches en Europe, mais on a su aussi être très vite numéro 1, par exemple en Corée. Donc ça veut dire que quand vous êtes présent sur les marchés internationaux, vous avez effectivement le risque d'être exposé à ces risques économiques, à ces risques politiques, à ces risques de devises, et puis aujourd'hui, malheureusement, aussi à des risques de guerre. La chance que nous avons, c'est que nous sommes dans un métier du on-trade international avec une forte résilience liée à notre présence dans 100 pays. Et par bonheur, jusqu'à aujourd'hui, tout ne va jamais mal partout. Vous avez des pays qui peuvent être en difficulté, mais d'autres en ultra-croissance. C'est ce qu'on a connu dans les pays de l'Est avec la guerre en Ukraine et en Russie. C'est ce qu'on connaît malheureusement depuis maintenant quelques années sur les pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient et les pays du Levant. Mais à côté de ça, vous avez des pays européens qui sont en extrême bonne santé, en très forte croissance, avec un marché américain qui continue à être porteur pour ces marchés du on-trade et du coffee shop. Il y a des risques, mais il y a aussi de très belles opportunités. Let's go to sustainability. You entered Groupe Routin quite a few years ago. And what did you see in terms of sustainability challenges? Le groupe Routin a historiquement, et je remonte en 2012, dans cette magnifique région de Savoie où on est entouré de magnifiques montagnes, le groupe a toujours été enclin à regarder de près les problématiques d'environnement et les problématiques d'eau. Et ça date déjà d'il y a une quinzaine d'années. Moi, j'ai rejoint le groupe en 2018 avec un projet partagé avec nos actionnaires financiers, partagé évidemment avec le comité de direction Routin, qui était de mener une double transformation du profil de l'entreprise. Cette double transformation, elle était liée à deux axes. Un axe sur le profil économique, vous avez compris cette identité du groupe Routin passant d'un profil français, local, retailer, à ce profil de groupe d'ingrédients mondial lié au marché B2B du on-trade international. Donc, modification du profil économique de l'entreprise. Mais en même temps, parce que l'entreprise a ça dans ses gènes depuis maintenant de très nombreuses années, une transformation en matière RSE, en matière de politique CSR. D'abord, sur le sujet de l'environnement. On réalise, et on a été un des premiers groupes agroalimentaires à réaliser, par exemple, des bilans carbone en interne depuis 2009. On a eu de vraies préoccupations sur l'environnement, sur nos consommations d'eau. Aujourd'hui, on consommait il y a 10 ans 3 litres d'eau pour fabriquer 1 litre de sirop. Aujourd'hui, on utilise moins d'1,9 litre d'eau pour fabriquer un sirop. On a mis en place des plans de sobriété hydrique.
on a mis en place sur cette partie environnement de vraies conditions de rendre des effluents propres à la commune et du Grand Chambéry. On a une station de méthanisation qui permet de produire du biogaz. On a des vrais objectifs en matière d'économie sur les énergies. Mais à côté de cette évolution au niveau environnemental, on a aussi des sujets en termes sociaux, sur le fait de faire participer l'ensemble de nos salariés à des groupes de travail sur tous ces sujets de la RSE, sur nos enjeux évidemment sociaux. Et puis, on a un vrai sujet en matière de gouvernance. C'est-à-dire, moi, j'étais convaincu en arrivant en 2018 que pour qu'une belle politique RSE soit un véritable moteur de changement, mais aussi de création de valeur ajoutée, il fallait que ce soit partagé par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et c'est là où on s'est dit, mais au final, c'est le groupe qui doit porter ce nom, c'est le groupe qui doit porter cette initiative de transformation sur les axes RSE. Et ce motto qui a été utilisé, qui s'appelle Check Your Talents, qui est devenu la baseline du logo Routin. Si vous regardez notre logo Routin, c'est Routin Check Your Talents, puisque Check Your Talents était l'expression même de notre stratégie RSE, avec autour du mot Talents, 7 lettres, et 7 lettres qui portaient des objectifs RSE très spécifiques. So we are facing some environmental challenges, but also some social ones, taking actually all you can get from the involvement of the employees, as I understand. And if you look at that in that development in the last few years, what would have resulted from the company if you hadn't not implemented those changes you have just described? Le sujet de l'entreprise était de montrer aussi de manière claire que nous bougions les lignes sur ces axes RSE. Et une des manières importantes de montrer à nos parties prenantes que nous étions en avant-garde sur les sujets de ces politiques RSE, c'était aussi de les faire reconnaître à l'extérieur. Et ce qui a changé par rapport au passé, c'est que nous avons mené des actions en interne, on a mené des actions avec nos partenaires et on a souhaité aussi avoir un certain nombre de certifications nous permettant de montrer qu'on avait une vraie politique RSE et qu'on était en première place, entre guillemets, dans cette dynamique-là. Vous savez, en août 2024, on obtient la double certification EcoVadis Platinum et la labellisation B Corp. Le groupe Routin est le seul groupe Food and Beverage, le seul groupe alimentaire européen à avoir aujourd'hui, un des seuls groupes européens à avoir aujourd'hui cette double labellisation, à la fois EcoVadis niveau le plus élevé Platinum et ce label B Corp. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait que la partie RSE aille bien au-delà de la volonté de la direction ou d'actionnaires, mais que ce soit aussi porté par l'ensemble de nos salariés. Et je crois que ce qui a fortement changé sur les 8 dernières années, c'est que cette politique RSE aujourd'hui est vraiment redescendue sur l'ensemble des strates de l'entreprise et sur l'ensemble de nos salariés. Going a little bit deeper on that employee side, because you say that every employee of the group Routin really convinced that we have to go this direction. How did you get to that position? Because normally or mostly the sustainability issues start with upper management and then it has to go down to really actually have like an implementation force. How did you go about it? On a mené un certain nombre d'actions pour intégrer nos salariés. D'abord, la première chose, c'est que vous avez compris que la stratégie Check Your Talents, cette stratégie de transformation sur les axes RSE, est une stratégie que l'on a expliquée à nos salariés. Depuis 2018, on regroupe tous les trimestres l'ensemble de nos quelques 300 salariés pour leur expliquer la stratégie de l'entreprise, pour leur expliquer la double transformation dans laquelle on est engagé, et il va évidemment d'en profiter pour faire un focus sur les éléments de transformation RSE. On les a amenés à participer à un certain nombre de formations liées à la RSE. On a formé 100% de nos collaborateurs à la préservation de l'eau, par exemple. On a développé des groupes autour de la formation des fresques du climat.
On a formé 100% de nos salariés aux ateliers d'automne en 2025. On a fait venir des partenaires extérieurs pour nous expliquer ce qui se passait en termes d'environnement et en termes de climat. C'est-à-dire qu'on est parti du principe, en fait, que notre salarié était une magnifique courroie de transmission à la fois à domicile, c'est-à-dire d'être formé par soi-même en tant qu'acteur individuel dans sa vie propre, mais d'être aussi un acteur dans le cadre de l'entreprise. Et ça a été un vrai sujet parce que à partir du moment où vous commencez à transmettre des bonnes manières, des bonnes pratiques en termes RSE, c'est valable à la fois en team personnel et à titre professionnel. Ensuite, on a un comité de direction qui s'est engagé à travailler sur l'ensemble des salariés qui avaient un bonus sur des objectifs RSE. 100% des salariés qui ont aujourd'hui un bonus on top de leur salaire, une partie de ce bonus sont sur des objectifs RSE. Et puis, on crée des groupes de travail, et on a 8 groupes de travail aujourd'hui sur des objectifs RSE où on fait participer nos salariés sur la décarbonation, sur le packaging, sur les économies d'énergie, sur les économies d'eau. Ce qui fait que tout ça, loin d'une démarche top-down, on est bien arrivé à avoir une très très forte capillarité de nos actions RSE auprès de nos salariés. It's impressive, Mr. Curio, what you have done indeed on this personnel the team. Since normally you would say you take technical measures actually to go on for the environmental side, where you can have real, tangible savings in the terms of money, but you have really invested also in employee performance and motivation. But still, could you take us with some of the efforts you took which didn't go as smoothly as you hoped they were? Alors, il y a une vraie motivation de l'entreprise d'opérer ce double changement. Changement économique, changement sur cette partie RSE. Et on le fait parce qu'on a une forte conviction qui est que je suis un industriel, j'ai des ateliers de production. Si je suis capable de mieux faire mon métier d'un point de vue environnement, d'un point de vue impact, footprint, émissions carbone, et d'un point de vue social, pourquoi je m'en priverais, même si je dois investir un peu plus en matière de CAPEX, voire un peu plus en matière d'achat matières premières. Donc, il y a des choses qui se sont extrêmement bien passées. Par exemple, sur les aspects de décarbonation, on sera amené à y revenir, mais il y a eu un vrai élan et une vraie motivation de l'ensemble des équipes de trouver les bons moteurs pour décarboner. Mais à côté de ça, vous avez aussi des parties prenantes. Et nous n'allons pas tous à la même vitesse. Donc, dans les choses qui sont un peu moins faciles aujourd'hui à enclencher, c'est la bonne prise de conscience de l'ensemble de nos parties prenantes et entre autres de nos fournisseurs sur le fait qu'ils doivent s'engager à nos côtés sur ces politiques RSE et sur ces politiques décarbonation. Alors, on mène des actions auprès d'eux sur des audits fournisseurs, on crée des Green Supplier Day où on fait venir certains gros de nos fournisseurs pour travailler autour des best practices en matière de politique RSE. On parle de RSE et de décarbonation systématiquement dans tous nos rendez-vous clients, de façon à ce que petit à petit, cette volonté d'être un acteur, d'être un key player du on-trade international, soit aussi en même temps un vrai message de conviction sur nos souhaits de décarbonation et d'évolution de nos politiques RSE. Okay, so I see indeed your points of maybe some where you have to take some extra effort. Do we have any influence of the cooling of the sustainability, atmosphere of motivation we see today in the grander financial world, especially from the US, where sustainability seems to be a dirty word these days? Vous savez, on dit souvent que c'est dans le cœur des crises qu'il faut savoir investir. Nous pensons, nous, qu'en matière de sustainability, c'est également le cas. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, il y a une petite marche arrière, et en particulier aux États-Unis, sur tous ces sujets de sustainability, de durabilité, mais pour autant, pour nous, c'est un moteur du groupe. Et un moteur, ça ne s'éteint pas. Un moteur, c'est même fait pour accélérer. Et aujourd'hui, dans notre double transformation, on souhaite accélérer sur tous nos moteurs économiques, sur tous nos développements. Mais il est clair aussi que, et même si ça demande des investissements complémentaires,
dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, peut-être à la sortie d'un certain nombre de crises, notre position se sera encore renforcée sur tous ces sujets de durabilité. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, peu importe la manière dont les parties extérieures prennent le sujet, ce qui est sûr, c'est que je sais que mon entreprise a un impact. Si je suis capable d'avoir un impact moindre, j'en sortirai grandi dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans, et j'aurai créé de la valeur. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de me dire, il y a un certain nombre de marchés où ces sujets-là sont un peu moins pris en compte, donc je ralentis. Le sujet est complètement inverse. C'est parce que j'ai enclenché cette démarche et parce qu'aujourd'hui, je le fais parce que j'ai cette conviction que nous devons mieux faire notre métier, ça nous donne encore plus envie d'accélérer. Actually, so you say, well, if maybe there's some cooling around, it will rebound in future years, and then I'm ready actually to take really advantage of my specific position. I would like to go over now to the role of Argos, your investor since a few years. And I do this also because we, as BB Capital, invest in Argos. So we are an indirect investors. And I can say by my own experience, your indirect investors, the individuals who invest through BB Capital are very interested in the sustainability part in combination with financial and strategic performance, I should also add. So when Argos was on the horizon for you, what do you expect from such a investor? Pour revenir un peu sur notre histoire avec Argos, ça remonte au process de cession du groupe en 2024 et quand j'ai eu mes premiers échanges avec Sandra Lagumina, avec Simon Guichard, j'ai tout de suite perçu qu'ils avaient d'abord très très bien compris tout l'enjeu économique de la transformation de l'entreprise sur l'axe activité on-trade international, qui n'est pas un marché facile à appréhender, puisque quand on est français, on ne connaît pas ce marché du coffee shop mondial. Il arrive tout juste aujourd'hui en France. C'est un marché qui est mondial depuis des années, qui est en train de se développer en France, mais encore en 2024, c'était un sujet assez peu connu en France et assez peu connu des fonds d'investissement. Mais j'ai bien vu que Simon et Sandra avaient bien compris que ce marché qui était mondial était un marché qui, quelque part, portait de manière très intrinsèque les bons points d'une potentielle décarbonation. Et donc, comme ils ont vu en 2024 qu'on était déjà très avancé, on est sans doute en tête de liste aujourd'hui des acteurs de notre catégorie sur tous ces aspects, environnement, préservation de l'eau, économie d'énergie, recyclabilité et décarbonation. Eh bien, c'est sûr qu'Argos Argos Climate Action, qui portait cette motivation de prendre des assets en majorité pour les transformer dans cet acte de la décarbonation, bah moi, j'ai vu tout de suite aussi à leur côté la possibilité de franchir une nouvelle étape en matière de politique RSE en allant vers cet axe de décarbonation. En août 2024, je vous le disais tout à l'heure, on est Bicorp, on est labellisé Bicorp et EcoVadis Platinum. L'étape d'après était inévitablement la décarbonation. Donc le fait qu'Argos devienne notre actionnaire majoritaire, nous savions au board que la décarbonation allait devenir, à côté des KPIs financiers indispensables, que tout fonds d'investissement va vouloir avoir, et bien que ça allait être encore plus challenging, parce que tout en ayant la nécessité d'avoir les mêmes KPIs et les mêmes résultats financiers, il allait falloir le faire en décarbonant. Et décarboner, ça amène un investissement. Et là où j'ai vu que ça allait être très intéressant de travailler avec Argos et qu'ils allaient vraiment nous aider à aller vite sur ce sujet-là, c'est qu'ils étaient partie prenante dans le fait d'investir à nos côtés dans ces axes de décarbonation. Actually, that's exactly what we also heard from Argos in our interview. And they added on the decarbonization team. But go a little bit on the whole investment universe of the investment ecosystem. Are you also interested when you look for outside investors in the indirect investors? Meaning, how do you take stock and how do you gauge the investors in Argos itself? Are they important to you? Moi, je pense que le fait que Argos Climate Action soit un des seuls fonds européens, article 9, à avoir cette politique de décarbonation sur l'ensemble de ses assets
est une motivation forte déjà pour les entreprises qui sont dans ce fonds à aller vite et à montrer que ça marche, que ça fonctionne. Et pour montrer que ça fonctionne, je pense qu'il y a deux choses importantes à prendre en compte. C'est évidemment le développement et le résultat financier du développement du groupe, et que les LPs des fonds soient évidemment très satisfaits de la performance économique du développement d'entreprise. Mais à côté de ça, qu'on puisse se rendre compte qu'une entreprise industrielle soit capable d'avoir de très belles performances économiques tout en préservant son environnement, tout en ayant une action plus positive sur le climat, mais aussi sur ses salariés, montre que ces entreprises-là vont être des modèles peut-être un peu uniques dans 3 ou 4 ans. Donc le fait qu'il y ait un certain nombre d'investisseurs derrière ce type de fonds pour aider Argos et les assets d'Argos à aller plus vite dans le sens de la mise en place de politiques RSE extrêmement précises et extrêmement efficiente dans l'axe de la décarbonation, je pense que c'est un point qu'il faut souligner et qui est extrêmement important. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais indirectement, je pense que on n'est pas en train de sauver le monde, on est juste en train de mieux faire notre métier, tout en gardant évidemment à l'esprit que notre entreprise sous LBO doit continuer à avoir de très bons résultats économiques. Et je vous rassure, c'est le cas même en décarbonant. Et l'objectif final, c'est que la décarbonation soit créateur de valeur ajoutée. I can assure you that indeed our investors really look for the balance. That's it's not only sustainability, but on the other hand, sustainability counts for their investment decision. They have a choice. And it's, by the way, it's also quite heartening to think that Argos on its turn also has a communication effort to make to our investors. And they have already done that by granting us this interview a few years ago by really top management from Argos itself. So we had a great conversation with Simon and Sandra. They came to The Hague, so they really took an effort to explain their place in the ecosphere of sustainable funds. So that helps. And you know, we are really happy to be one of the best example of Argos Climate Action in terms of assets and in terms of decarbonization program. True. And that's, by the way, we also had this, of course, the topic of why do you invest in a company which is already top of the class? Can you really add value on some, in your company? Can you really add value? Well, it seems to be that they can, and they also give some examples where they really stretched you a little bit further, which is good for our investors to know. And that's it's maybe much easier to start with a company which is low on the ladder and then help it forward. But your companies, well, I would say it's more of a very good example. It's the first podcast we're going to have. But in 2024, when Argos Climate Action took over the group Routin and took the majority of shares, we were at the front page in terms of CSR policy. And the target is now to be the top of class in terms of decarbonization in 2028. So it's a beautiful, challenging program in terms of CSR actions for us, for our shareholders, and for all the stakeholders around us. Yeah, that maybe also that triggers the next question. Which investor do you actually prefer? A private equity investor like Argos or public markets? Alors, je vais pas vous répondre directement à cette question, mais je vais juste déjà souligner qu'avec Argos Climate Action, une des meilleures décisions que l'on a pu prendre avec l'entreprise, à peine était-il arrivé d'ailleurs au capital de l'entreprise, ça a été de mettre en place le salariat, l'actionnariat salarié, par le biais d'un système qui existe en France qui s'appelle un FCPE. Ce fonds de commun de placement entreprise a été mis en place tout début 2025 et je suis très fier aujourd'hui de pouvoir dire que 80% de nos salariés sont actionnaires de notre entreprise à côté de nos actionnaires financiers. Donc déjà le premier point, sans parler de private equity ou d'actions publiques, le fait que les actionnaires portent eux-mêmes leur propre projet de développement
je trouve que c'est un message très fort envoyé déjà en interne dans l'entreprise et envoyé évidemment aussi à l'ensemble de nos actionnaires. Ce qui nous importe, nous, c'est d'avoir un actionnaire qui comprenne parfaitement notre programme de développement et qui puisse nous aider à aller plus loin en termes de transformation économique et en termes de transformation RSE. Donc, il est assez clair que le private equity, dans ce cadre-là, est un très bon exemple et qu'un bon partenaire en private equity, on l'a trouvé fin 2024 avec Argos Climate Action. Right, and maybe also a question just a little bit further. In at least in the European world, family firms are really considered the best for the development of companies. So 100% family controlled. Do you share that view? Oh, je pense qu'il y a plein de modèles qui fonctionnent bien, hein, que ce soit d'ailleurs de l'actionnariat privé, contrôle familial ou des modèles sous actionnariat private equity. Moi, je pense que l'agilité que nous donne aujourd'hui le private equity en matière de rapidité d'exécution est un vrai avantage. On est challenger sur un certain nombre de marchés. On a une entreprise qui a un momentum de développement relativement rapide avec des très forts investissements. Vous savez, on a investi 40 millions d'euros entre 2018 et 2024, avec un chiffre d'affaires en 2018 qui était de 50 millions d'euros. On a aujourd'hui, départ 2025, une base de chiffre d'affaires d'un peu plus de 130 millions d'euros. On va investir un peu plus de 30 millions d'euros dans les années à venir. Dans une entreprise comme la nôtre, je pense que venant aussi de cette historique familiale, hein, puisque jusqu'en 2012, l'entreprise était dans les mains familiales, et ben dans des mains d'une famille, ben le fait de dire qu'on a quelque part deux cerveaux, qui est un historique d'entreprise familiale, mais avec la rapidité d'exécution liée à notre actionnariat financier, je pense que c'est un bon modèle. So you have actually the best of both worlds, you would say, in this case. Exactement. Just could you give us an example where Argos has intervened quite visibly? What did they do? What did they do with you? What you said, whoa, Ah ben, what's happening now? je peux répondre sans hésiter que le premier sujet majeur abordé avec Argos Climate Action a été le sujet de la décarbonation. Quand Argos prend la majorité de Routin, on est très clairement le premier de la classe en matière de politique RSE. Encore une fois, souligné par l'obtention de la double labellisation EcoVadis Platinum et Bicorp, qui montre que l'entreprise était vraiment très en avance sur cette partie RSE. Mais on était au tout début d'une démarche pas à pas, d'une démarche SBTI en matière de décarbonation, en matière de neutralité de notre scope 1 et scope 2. Donc, quand Argos rentre au capital en 2024, on met en place avec eux un plan de marche, un plan à 100 jours, des principales actions à mener en termes économiques, mais des principales actions à mener aussi en termes de décarbonation. Vous savez, l'engagement que nous avons pris, c'est de décarboner nos opérations de 7,5% par an. Nous sommes un acteur industriel. J'achète du sucre qui vient du monde entier. Je fabrique en France et je réexporte dans le monde entier. Donc, on voit bien que l'aspect décarbonation allait passer de manière évidente par le biais d'une décarbonation de nos achats et d'une décarbonation de notre transport. Et là où Argos avait un temps d'avance sur Routin, et là où ils ont été vraiment leaders sur ces sujets-là, ça a été de nous aider à mettre vraiment en place les premières actions en matière de décarbonation, c'est-à-dire avec leurs partenaires extérieurs que nous ne connaissions pas, d'évaluer avec eux toutes les zones sur lesquelles nous serions capables de décarboner relativement rapidement. Donc ça, je pense que c'était d'ailleurs fondamentalement tout l'intérêt d'Argos d'arriver dans l'actionnariat de Routin, qui était de décarboner nos opérations. Mais il faut avouer qu'on n'a pas perdu de temps, puisque l'objectif de 7,5 de décarbonation en 2025 a été largement dépassé, puisqu'on est à plus de 11,5% de décarbonation en 2025, ce qui nous donne un temps d'avance sur 2026, où nous savons que nous allons encore décarboner davantage, par le biais de nos matières premières et par le biais de nos transports. And of course, we already talked about that you have to balance sustainability versus financials, results, and strategic position. Could you give us maybe an example where Groupe Routin, from your point of view,
was well, not quite in the same on the same page as Argos on certain decisions. Peut-être que l'alignement parfait sur les intentions va trouver ses limites sur la manière dont la décarbonation peut avoir un impact sur le marché. On est aujourd'hui sur un marché historique retail français, et puis vous l'avez compris, sur ce grand marché international du coffee shop et de la mixologie. Quand je regarde aujourd'hui tous les efforts que je fais en matière de décarbonation, à la fois en termes d'action sur mes achats, acheter de la betterave décarbonée, du sucre de canne bon sucro, du chocolat fair trade, d'économiser de l'eau, d'économiser mes énergies, etc. Tous ces sujets-là ont un impact sur nos clients français, qui eux-mêmes s'intéressent à la décarbonation. Et vous savez qu'un certain nombre de grandes chaînes du retail français se sont engagées dans ces aspects de décarbonation. Et là, je me positionne en tant que le référent français dans la catégorie du sirop en matière de décarbonation, c'est-à-dire quand ces enseignes ont besoin de me parler de décarbonation, de me parler d'ACV, etc., je suis capable d'aller vers eux et de leur proposer un certain nombre de solutions pour lesquelles ils peuvent même être prêts à payer un peu plus cher. Dans le cadre des marchés internationaux, c'est un peu plus compliqué. Ce sujet de décarbonation est un peu moins connu. Nous passons par un certain nombre de distributeurs importateurs qui ont peut-être un peu moins ce sujet-là en tête. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui de commencer à semer les graines et de se dire que les grandes chaînes de coffee shop, les grandes chaînes d'hôtels vont ou auront demain des grands sujets de décarbonation et de protection de l'environnement. On commence à le voir par le biais de grandes chaînes de coffee shop et par les appels d'offres qui commencent à lancer. Donc j'ai envie de dire, là où Argos aurait voulu qu'il y ait un impact presque immédiat de l'entreprise en matière de création de valeur sur le marché par le biais de la décarbonation, nous, on sait que ça va être rapide sur la France, mais on sait aussi que ça sera forcément un peu plus long sur les marchés internationaux. I would like to go over to the last chapter, Mr. Coelho. Thank you for so far. And then we would have to zoom out again. And given your experience with, in this case, Argos as a sustainable investor, but also who looks at the bottom line, when would you consider looking back, or maybe looking also forward, when will you consider the cooperation with a private equity investor? When is that successful in general? Moi, je pense que c'est un formidable accélérateur sur des plans de développement avec des stratégies sur lesquelles il faut au départ être parfaitement aligné. Et à partir du moment où c'est le cas, ça permet d'aller extrêmement vite. Le côté très professionnel du private equity et des fonds d'investissement, par le biais de nos fameux KPIs financiers, par le biais de nos KPIs maintenant sur tous nos sujets RSE et décarbonation, parce qu'on suit nos objectifs RSE de décarbonation de la même manière que nous suivons nos KPIs financiers. Ça nous permet d'avoir, quand nous, direction et gouvernance de l'entreprise, avons un message clair sur les développements de l'entreprise et sur les moyens qu'il faut mettre à disposition de ces développements, c'est assez vrai que l'agilité d'un fonds d'investissement nous permet d'aller plus vite. Je sais dans quoi je me suis engagé en 2018 auprès de nos premiers investisseurs financiers, dans le projet dans lequel nous sommes investis aujourd'hui avec Argos, en matière d'investissement, de structuration sur les zones, en matière d'équipe commerciale, en termes d'équipe marketing, en termes de moyens marketing, en termes d'investissement, en termes de CAPEX, en termes de M&A, de croissance externe, mais aussi en termes de construction, de nouveaux bâtiments, de studios de création, de nouvelles plateformes logistiques, etc. En fait, je me rends compte que nous allons extrêmement vite et que les équipes dédiées d'un fonds d'investissement nous permettent de sécuriser un momentum qui est relativement rapide. Donc, je pense que savoir s'entourer d'investisseurs qui sont parfaitement alignés avec nos stratégies et avec nos convictions de développement, ça nous permet assez rapidement, et vous connaissez les cycles du private equity et du LBO, de créer de la nouvelle valeur. On a doublé, un peu plus que doublé le chiffre d'affaires entre 2018 et 2025. On reprogramme de doubler à nouveau les l'EBITDA entre 2025 et 2029 et de devenir
avec Argos et avec nos investisseurs financiers en général, un key leader sur ces marchés du on-trade international avec un vrai rôle d'influence. Donc, je pense que c'est ça qu'on recherche dans le private equity, c'est sur des plans stratégiques extrêmement clairs, extrêmement ambitieux, d'avoir une très forte agilité à aller vite, parce que les marchés vont vite, d'autant que nous sommes exposés à des marchés internationaux qui eux-mêmes bougent très vite. That's clear, Mr. Couillot. Last question. What would you advise to your fellow company CEOs when dealing with a private equity firm? Bah, c'est un peu les raisons que j'ai évoquées précédemment, c'est-à-dire que très clairement aujourd'hui, être capable de s'investir full-time et plus que full-time dans notre job, parce que mener les plans tels que nous les développons aujourd'hui, ça demande une énorme énergie, ça demande une énorme énergie du CEO, mais ça demande une énorme énergie de l'ensemble du board. Et chez Routin, je sais que je suis très très bien accompagné par le comité de direction et par l'ensemble de nos cadres qui suivent ce plan de développement. Et j'ai envie de dire effectivement à des collègues ou à des amis qui voudraient se lancer dans une expérience d'investissement financier dans le cadre d'un LBO Private Equity, qu'il faut être certain de l'énergie et de la motivation qu'on est capable d'y mettre. Mais à côté de ça, c'est aussi extrêmement rassurant d'avoir des fonds très sérieux, très organisés, très professionnels derrière nous, qui sont capables d'amener un backup financier dont l'entreprise peut à un moment donné avoir besoin, que ce soit d'ailleurs pour investir ou dans certains cas pour passer des crises. Well, thank you, Mr. Couillot. This would be the end of our interview. I would like to know, have we forgotten anything? Which would you like to add? Non, je pense que le point qui est peut-être à ressouligner, c'est ce cas assez unique en industrie agroalimentaire, food beverage, européenne, voire internationale, d'une entreprise qui était une toute petite PME savoyarde liée à ce marché du retail français, et comment, depuis 2012, au travers ce sujet du private equity de manière générale, l'entreprise a su aller extrêmement vite, alors certes sur un marché dynamique, mais en prenant de bonnes décisions, à la fois en termes de développement économique, en termes d'investissement et en termes de développement de la politique RSE dont on a largement parlé et de ce programme aujourd'hui de décarbonation. Et moi, ce que je souhaite, c'est que dans les 5 ans qui viennent, on atteigne évidemment nos objectifs financiers et nos objectifs de décarbonation, parce que ça montrera aussi aux acteurs de notre catégorie, leaders comme nous ou challengers, qu'il est possible d'avoir un développement économique tout en ayant un projet de décarbonation et au fond un projet social. Parce que c'est aussi ça notre objectif, c'est que tout ça, on le fait aussi pour nos salariés. Moi, quand je suis arrivé en 2018, on était une centaine dans le groupe, on est un peu plus de 300 aujourd'hui. Ceux qui doivent profiter du développement économique et du développement RSE de l'entreprise, ce sont aussi nos 300 salariés. Well, that's a very nice, actually, added remark to the things you already mentioned, which gave a great insight in the sustainability transition of your company, but also the challenges ahead, Mr. Couillot. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you. Thank you, Jonas. I hope that everything will be fine in terms of recording, in terms of messages. But thank you so much for your interest in our group.